Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. De long que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Je vous présente Tanguy, un man qui s'ennuie. Le petit fils de sa maman ne fait rien dans sa vie. Il est toujours enfermé dans sa chambre, hiver comme été, de janvier à décembre. Il n'aime pas taper, non, il trouve ça trop dur. Il en bave déjà quand il sort les enfures. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Hier encore, j'avais 20 ans, hier encore. Et aujourd'hui, Charles Aznavour, aujourd'hui, aurait eu 100 ans. Hommage à un chanteur, un grand compositeur, un grand poète. Hein. C'est pas mal du temps que la France avait des poètes, il y en a encore, mais l'espèce se fait quand même de plus en plus rare. Mais nous allons parler évidemment de beaucoup de choses. Nous allons parler de la guerre, nous allons parler de la Cour pénale internationale. De quoi s'agit-il? De quoi est-elle le nom en appelant à juger, à inculper Israël d'un côté, Netanyahou d'un côté et les leaders du Hamas de l'autre? On va en parler avec Olivier Pardo, avocat et ancien magistrat, qui d'ailleurs réussit l'exploit à être à la fois l'avocat de Zemmour et de Rachida Dati, ce qui est une chose intéressante. Ensuite, on va parler avec un autre avocat, Jean-Marie Viala, de, vous savez, ce qui s'est passé dans ce fourgon pénitentiaire où 3 personnes ont tiré à vue, ont tué trois policiers et ont fait fuir Mohamed Amra, multirécidiviste, narcotrafiquant. La justice, où elle est et comment ça fonctionne. Et puis les tanguis, de plus en plus de gens vivent chez leurs parents. Oui, jusqu'à 29 ans, 30 ans. Voilà, l'espèce est en pleine expansion. Et dans une dernière partie de l'émission, nous allons parler d'un livre très provocateur. C'est celui de Marc Rousset. Marc Rousset qui a écrit « Notre faux ami l'Amérique ». Voilà. Il plaide pour que l'Europe se fasse avec la Russie. Évidemment, aujourd'hui, ça fait provocation, comme on dit. On va en parler avec lui. On va lui demander pourquoi il défend cette thèse-là. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. On le sait, le procureur général de la Cour pénale internationale a demandé lundi l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, son ministre de la Défense Yoav Gallant, et contre Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar et Mohamed Def, 3 responsables du Hamas. Pourquoi? On va en parler. Affamer délibérément des civils, homicide intentionnel et extermination et ou meurtre pour Netanyahou et Yoav Gallant, pour extermination, viol et autres formes de violence sexuelle et la prise d'otages en tant que crime de guerre contre les leaders du Hamas. De quoi la Cour pénale internationale est-elle le nom? On en parle tout de suite avec Olivier Pardo. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. D'où Michel Sardou, la justice. Oui, on va en parler, évidemment, la justice. Que fait-on au nom de la justice? Et précisément dans ce drame qui se vit actuellement au Proche-Orient. Olivier Pardo, bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais rappeler donc la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que c'est? Rappelons-le. Quel pouvoir elle a? Quel pouvoir exécutoire ou pas elle a? De quoi s'agit-il? Bon, c'est une cour qui est chargée non pas de juger des États comme la Cour internationale de justice, et souvent la confusion est faite. Vous avez d'un côté la Cour pénale internationale, oui, qui est chargée de viser des personnes, des dirigeants. Pas des États. Mais pas des États. D'accord. Et la Cour internationale de justice qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire qui se trouve à New York,
elle, est chargée de juger des États. D'accord. Et vous avez eu 2 procédures. Une procédure devant la Cour internationale de justice à la demande de l'Afrique du Sud, qui a entraîné une prédécision de la Cour internationale de justice qui a été complètement tordue, puisque la Cour internationale de justice avait dit « Nous demandons à Israël d'éviter tout acte de génocide et tout génocide. Jamais la Cour internationale de justice n'a dit qu'Israël avait commis un génocide. D'ailleurs, la Cour internationale de justice qui aurait pu demander l'arrêt de l'intervention israélienne ne l'a pas faite. Vous pensez bien que s'il y avait eu un génocide avéré, elle aurait exigé cela. Et de l'autre côté, vous avez la Cour pénale internationale qui, elle, juge des individus. D'accord. Des chefs d'État, des ministres, des responsables. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que le procureur général près la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt à l'intention des personnes que vous avez citées. Ce mandat d'arrêt va être examiné par la chambre préliminaire qui correspond, si vous voulez, à notre juridiction d'instruction. D'accord. Qui, elle, est en capacité de délivrer ou non ce mandat d'arrêt. Après qu'elle ait délibéré, qu'elle ait enquêté, etc. Qu'elle ait examiné les preuves. D'accord. Et vous faites bien de parler d'enquête, parce que là où le procureur a montré sa partialité et s'est fourvoyé, c'est sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il est saisi dès le 8 octobre des exactions du Hamas. Elles sont documentées, et elles sont si bien documentées qu'elles sont documentées par le Hamas lui-même, qui a eu cette abomination de filmer les exactions, viols, tortures qu'il infligeait. Donc il avait ce dossier-là. Il pouvait agir immédiatement. Et il a attendu 7 mois pour faire une délivrance de ce mandat d'arrêt, pour mettre dans le même panier, et c'est ça l'abjection, les victimes et les auteurs des actes. Sauf qu'il y a eu depuis des bombardements à Gaza, des milliers de morts, etc. Très bien. Oui. Sauf que, deuxième argument purement factuel, qui montre sa partialité, objectivée, c'est que ces équipes devaient se rendre en Israël pour interroger les procureurs israéliens. Parce que, pour être pédagogue mais rapide, la Cour pénale internationale agit sur le principe de complémentarité. C'est-à-dire, elle n'agit qu'à la condition que les États n'aient pas la capacité ou la possibilité de lancer eux-mêmes des enquêtes et des actions. Or, s'il y a bien un pays au monde où les dirigeants, qu'ils soient Premier ministre ou Président, sont visés par des enquêtes, c'est bien Israël, et s'il y a bien un homme qui est au courant qu'il peut être jugé par sa propre justice, c'est bien Benjamin Netanyahou. Contre lequel il y a énormément de manifestations en Israël même en ce moment. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu un président de l'État d'Israël qui est allé en prison pour des affaires de viol. Il y a un Premier ministre, M. Holmer, qui a été en prison pour des histoires de prévarication. Donc vous voyez bien que là, ça ne tient pas. Donc ils ne sont pas allés, ils n'ont pas envoyé la Cour pénale internationale, le procureur n'a pas envoyé ses collaborateurs pour aller en Israël pour... Alors, il devait y aller. Oui. Juste avant l'annonce, la visite a été annulée et l'annonce a été faite par le procureur sur une chaîne de télévision. Pas à vous que je vais dire que c'est pas mal d'aller dans une chaîne de télévision, mais enfin, la première des choses, c'était d'aller voir cela. C'est pour ça qu'on dit que c'est le premier État démocratique qui est visé. Parce que dans un État démocratique, vous avez une justice qui est indépendante. Donc la Cour pénale internationale n'a pas à agir quand il y a la
qui ont la nuque raide, qui sont généralement jadis d'origine allemande, qui ne plaisantent pas du tout. Et là-bas, c'est pas la peine d'expliquer que vous êtes juif et que donc on va s'arranger entre vous. Tout le monde est juif. Donc ils cognent et ils cognent sec. Pas tout à fait, mais oui. Non, bien sûr. Mais Olivier Bardot, non, mais c'est important d'expliquer tout, enfin de mettre effectivement le tableau. Maintenant, la Cour pénale internationale, corrigez-moi si je me trompe, ne dispose d'aucune force de police pour faire appliquer ses mandats et s'appuie sur le bon vouloir de ses États membres pour exécuter ses décisions. C'est-à-dire la Cour pénale, parce que on se rappelle que Vladimir Poutine a été, effectivement, il y a un mandat d'arrêt contre lui par la Cour pénale internationale. Alors, il y a 124 États qui sont membres de la Cour pénale internationale, et donc ils s'engagent à mettre en marche leur pouvoir et leur puissance coercitive pour arrêter toute personne qui est visée par le mandat d'arrêt. Qu'est-ce que ça signifie en clair ? Ça signifie que M. Poutine ne viendra pas en France, ne viendra pas en Angleterre, ne viendra pas dans tous les pays signataires, parce qu'il a un risque de se faire arrêter. D'accord. Ça donc voudrait dire c'est exécutoire. Ça, c'est exécutoire. C'est-à-dire qu'une fois, parce que dans le cas de Poutine, c'est pas une requête. Non, bien sûr, c'est déjà un mandat d'arrêt délivré par la chambre préliminaire. Et donc, vous voyez la conséquence. Ça voudrait dire que Benjamin Netanyahou ne pourrait aller que dans des pays qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Il n'en reste pas beaucoup. Si, les États-Unis ne sont pas membres. Les États-Unis ne sont pas membres. La Russie non plus. Ne sont pas membres et donc pourraient s'y rendre. Mais ça limite. Et puis, l'abjection, c'est d'avoir mis sur le même plan le Hamas, qui est une organisation terroriste, qui est une organisation terroriste. Mais vous voyez, le procureur a joué. Par exemple, dans son communiqué, il dit les exactions commises dans l'État de Palestine. Or, vous savez parfaitement que l'État de Palestine n'est pas reconnu, qu'il a un siège qui est un siège d'observation à l'Organisation des Nations Unies, que la France ne reconnaît pas l'État de Palestine et que le terme même utilisé est un terme provocateur. Il a fait de la politique, il a fait quelque chose qui va pas tant nuire à Israël, parce qu'il y a eu une telle réaction que c'est surtout la Cour pénale internationale qui va en prendre plein la figure. Cela dit, quelques États sont en train de reconnaître un État palestinien, vous le savez, la Norvège et ailleurs, mais ce qui est quand même intéressant, nous allons prendre Julien qui nous appelle de Marseille, mais je rappelle, le journaliste, l'excellent journaliste Jean Quatremer a rappelé ceci, il dit « Rappelons déjà que la Cour pénale internationale n'a émis aucun mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad, ni contre les Houthis, ni contre Erdogan qui massacre les Kurdes, ni contre Xi Jinping qui génocide les Ouïghours, les musulmans ouïghours, ni aujourd'hui au Darfour ou au Congo, où il y a de véritables génocides, il faut le rappeler. Donc, on peut se poser la question. Olivier Bardot, juste, je voudrais donner la parole à Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour André, bonjour Maître Bardot. C'est une question. Vous dites que la Cour pénale internationale a été créée pour juger les gens qui ne peuvent pas être jugés chez eux, mais qui ne peuvent pas, pardon, qui ne peuvent pas juger dans leur pays par leur propre justice. C'est bien ça qu'il a dit. Oui. Voilà. Donc, vous prenez l'exemple qu'il y a des anciens présidents qui ont été condamnés. Mais ils ont été condamnés pour viol et pas dans le cadre d'une guerre. Là, le problème, c'est que c'est un cabinet de guerre qui fait la guerre. C'est pas que M. Netanyahou et M. Gallant, et que c'est l'Union nationale. Je pense pas qu'en Israël, ils jugeront eux-mêmes, après s'être fait attaquer, après le programme du 7 octobre, je pense pas qu'ils jugeront eux-mêmes M. Netanyahou. Après, peut-être que c'est partisan, mais comme pour M. Poutine, c'est partisan, c'est soit elle n'existe pas, cette cour. Et alors, on fait table rase de tout le monde et on arrête. Soit on la laisse faire, c'est tout. Point barre. Olivier Bardot. Alors, la réponse, c'est que quand il y a eu la guerre que l'on a appelée la guerre de Kippour, en 1973, Madame Goldheimer a été jugée au travers d'une commission extrêmement forte et extrêmement réelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, vous avez 20% de la population qui sont des Arabes israéliens. Vous avez un parti qui s'appelle le parti RAM, qui est représenté à la Knesset, ou qui a été représenté, il a même fait partie d'une alliance qui est un parti islamiste. Ceux-là saisiront à coup sûr la juridiction israélienne à l'encontre de Netanyahou, le moment venu, c'est-à-dire sur
le 7 octobre. Pourquoi il y a eu le 7 octobre? Oui, pourquoi cette défaillance énorme? Le Hamas est-il plus rentré comme dans du beurre, comme dans du beurre, et ils jugeront également sur les conséquences de l'attaque et les conséquences de l'attaque. Tous les jours, vous savez, tous les soldats israéliens ont une caméra sur leur casque. Ils n'ont pas une caméra. Ils n'ont pas une caméra pour le plaisir. Ils ont une caméra parce que chaque fois qu'il y a une intervention, ils sont soumis à des contrôles, des vérifications. Moi, j'ai assisté, par exemple, à une entrée de soldats dans une maison palestinienne où les Palestiniens se sont plaints que de l'argent avait été dérobé. Il y a eu un jugement des soldats. Il faut bien comprendre, on est vraiment dans un système. Alors après la guerre, c'est la guerre. Et j'insiste sur un fait. Vous savez, nous, les Français, nous avons bombardé Mossoul, Raqqa. Et il y a eu des milliers de civils morts. Milliers de civils morts, parce qu'on voulait éliminer l'État islamique. La Cour pénale internationale, si on suit la jurisprudence qui est en train de vouloir être mise en place par Monsieur Khan, eh bien cette Cour pénale internationale serait parfaitement en droit d'aller juger Monsieur Hollande pour ces faits-là. C'est-à-dire que on va être complètement désarmé. Alors, on va en parler tout de suite après cette petite pause. Olivier Bardot, nous allons continuer. Beaucoup de gens nous appellent d'ailleurs là-dessus parce que c'est évidemment c'est très 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 délicat. Je voudrais parler des conséquences et des conséquences possibles. Après cette petite pause, vous allez avoir la parole 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quelles sont les conséquences de la demande du procureur général de la Cour pénale internationale qui a demandé des mandats d'arrêt, l'émission de mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que des trois responsables du Hamas, suite à ce qui s'est passé le 7 octobre et suite à ce qui se passe aujourd'hui et qui continue et c'est dramatique ce qui se passe. En fait, Olivier Bardot, du point de vue, justement, de votre point de vue juridique, etc., qu'est-ce qui va se passer là et quelles sont effectivement les possibles conséquences? Alors, qu'est-ce qui va se passer? La chambre préliminaire va devoir statuer sur la requête du procureur. La difficulté, c'est que Israël, ne reconnaissant pas la Cour pénale internationale, n'est pas partie en tant que telle. En tant qu'État. En tant qu'État. Donc, est-ce que Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant vont diligenter des avocats officiellement pour apporter la contradiction, des témoignages pour apporter la contradiction qui se fait sur deux terrains. D'abord, ce que vous me dites n'est pas vrai, sur trois terrains. Ensuite, j'ai le principe de complémentarité, vous n'êtes pas compétent parce que ma justice pourrait éventuellement me poursuivre. Oui. Et troisième point, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire, pourquoi vous dites que c'est moi et Yoav Gallant, pourquoi vous ne dites pas que c'est tout le cabinet de guerre? Pourquoi vous ne dites pas que c'est tout le monde? Pourquoi vous m'imputez à moi? Tout le gouvernement. Pourquoi vous me prenez moi et pas d'autres? Donc, ce qui est une défense, que je dirais, une défense d'avocat. D'accord. C'est-à-dire la défense d'avocat, c'est pas une défense de principe en disant la Cour pénale est illégitime, etc. C'est une défense en invoquant la procédure, en invoquant la procédure, voilà. Les faits, les éléments, point par point. D'accord. Imaginons qu'à Dieu ne plaise, que la chambre préliminaire décide de délivrer le mandat d'arrêt. Ce qui peut arriver, bien sûr. Ce qui peut arriver. À ce moment-là, ça voudrait dire que les 124 États membres qui ont, comme ça a été dit, ratifié, signé et qui sont membres, devront mettre en place leur police pour arrêter, comme quand vous avez un mandat d'arrêt que ce soit les trois leaders du Hamas ou que ce soit Netanyahou et Gallant. Netanyahou et Gallant. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, outre l'humiliation faite à Israël, qui a déjà bien commencé, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire sur le terrain diplomatique. Ça veut dire que plus de possibilités de voyage pour Benjamin Netanyahou,
si ce n'est aux États-Unis. Oui. Heureusement. Pour lui, oui. Et puis, c'est là. Ce que l'on ressent aujourd'hui, c'est qu'il y a deux défenses. Il y a la première défense qui a été celle de Benjamin Netanyahou jusqu'à présent, qui était une défense en essayant de se tourner vers tous les États démocratiques qui le soutiennent, en disant vous ne pouvez pas laisser faire ça. Donc c'est ce que M. Khan a considéré comme étant des pressions sur lui-même. Enfin, c'était la démonstration que juridiquement ça ne tenait pas, que c'était dangereux pour les États eux-mêmes. La deuxième défense, c'est aujourd'hui, et il en a tous les arguments, la décrédibilisation du procureur et de la Cour pénale internationale. Notamment via les États-Unis, puisqu'il y a une demande qui est faite pour que les États-Unis prennent des sanctions à l'égard du procureur et à l'égard de la Cour internationale de justice. Et puis, il y a une troisième défense, qui, à mon sens, est la vraie défense, qui est la défense en disant assez jouer, assez faire de la politique, maintenant, on va regarder juridiquement ce qu'il y a dans l'enquête. Pourquoi vous n'êtes pas venu en Israël pour interroger les personnes? Tout le monde peut aller en Israël. Je sais bien que tout le monde ne peut pas aller interroger M. Sinoir, ça c'est sûr. Mais tout le monde peut venir en Israël. Et je le rappelle, parce que c'est un fait objectif, le procureur avait envoyé une délégation en Israël qu'il a annulée avant de prendre sa décision. Oui, c'est comme si vous étiez poursuivi, que vous alliez être interrogé par le procureur et que celui-ci dit non, je ne vous interroge pas, mais je vous délivre un mandat d'arrêt. D'accord. Non, ça c'est clair. C'est le fait essentiel. Évidemment que ça a des conséquences qui seront tragiques. D'abord, cette décision ne sera pas une source de paix. Je connais suffisamment ce pays que j'aime tant, qui est Israël, pour savoir que tout le monde fait bloc. Non mais Olivier Bardot, on n'est plus dans la question de la paix aujourd'hui. C'est une guerre et chacun utilise les arguments qu'il a pour cette guerre. Très bien. André Berkoff. C'est ça. Vous êtes suffisamment connaisseur de la vie politique et de la vie diplomatique pour savoir, et de l'histoire, pour savoir que des guerres, et des guerres les plus dures et les plus violentes, accouchent souvent des paix les plus durables. Souvenez-vous de l'opposition entre l'Allemagne et la France, bien sûr, qui a débouché... Non mais on espère tous que la paix survienne. Mais la paix surviendra. Bien sûr. La paix surviendra. Et la paix est quelque chose qui est à portée de main. Vous avez, au-delà de tout ce qui s'y passe, la volonté d'Israël de libérer des otages, de éliminer le Hamas, comme on a éliminé l'État islamique, pour pouvoir faire une paix. Et je vous ferai remarquer que je n'entends pas les Palestiniens dire aujourd'hui nous sommes pour deux États, parce que dire pour deux États pour les Palestiniens, ça veut dire je reconnais Israël. Oui, mais ça dépend qui. Ça dépend qui. Enfin, vous savez très bien, on est en tout cas dans un processus, Olivier Bardot, qui va prendre malheureusement, moi je suis d'accord avec vous sur le fond qu'il faut la paix, mais ça va prendre des années et des années. Je ne crois pas qu'on est au bord, hélas, je le dis avec beaucoup de tristesse, de quelque chose comme ça. Mais ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est que dans ce rapport de force, vous avez souligné, ça me paraît très important, quelle est juridiquement, quelle est la légitimité et de cette cour, de ce procureur et des autres, et du Hamas et de Netanyahou également. C'est-à-dire, en fait, c'est dans une guerre générale, on utilise toutes les armes, hélas, y compris les armes juridiques. Oui, mais ce qui est regrettable, c'est que la justice, en principe, arrive à garder une distance, sinon c'est plus la justice. Regardez, même la Cour internationale de justice, Dieu sait qu'elle était sous pression. Dieu sait que l'ONU est le lieu où la détestation d'Israël, pour ne pas dire des Juifs, est quand même l'un des lieux majeurs. Eh bien, la Cour internationale de justice a résisté. C'est-à-dire que elle a pris une décision. Nous sommes d'accord. Et là, il s'est vautré. Il n'y a pas d'autre terme, dans quelque chose qui est quelque chose d'absolument abject. Pourquoi c'est abject? Parce que de mettre sur le même plan, on peut penser ce qu'on veut de Netanyahou, mais il a été élu d'un pays démocratique, et des terroristes, violeurs, découpeurs d'enfants. Moi j'ai vu des images que personne n'a vues. C'est tout à fait différent. Et j'aime à rappeler que si Israël avait voulu
faire ce qu'on lui reproche, il avait 100 fois la possibilité. Ils ne l'ont pas fait. En fait, Olivier Pardo, on sait très 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 bien que, moi, ça c'est mon opinion personnelle, on sait très bien que, in fine, ça arrivera à deux États. À deux États, moi c'est ce que je dis depuis 50 ans et ça ne me rajeunit pas. Je pense qu'il n'y aura pas de paix et il n'y aura, je vais résumer, moi je dis il n'y aura jamais de paix dans le Moyen-Orient s'il n'y a pas un État palestinien, mais il n'y aura pas d'État palestinien s'il n'y a pas reconnaissance pleine et entière d'Israël par les pays arabes et par les peuples arabes. J'irai plus loin. Voilà. J'irai plus loin. C'est-à-dire que il faut pas une paix froide, parce que la paix froide c'est Gaza. Et Gaza rendu, où il n'y a pas un Israélien qui s'y trouve. Il faut une paix chaude. C'est-à-dire qu'il faut... Parce que la géographie commande, à un moment donné. Bien sûr. Vous avez et la population un État palestinien, d'abord, qui existe depuis longtemps, qui s'appelle la Jordanie, que tout le monde oublie, mais qui est composé à 90%, quand vous vous rappelez l'histoire de 1924. Non, bien sûr. Bon. Non, on ne va pas passer une heure là-dessus, mais alors, Olivier, je vous dis juste une chose simple. C'est que la géographie commande. Vous avez d'un côté la Cisjordanie au nord, vous avez Gaza en bas, vous avez Israël au milieu. Et vous avez la Jordanie à l'est, pardon. Et si vous voulez une paix, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une liberté de circulation des personnes, des biens, des marchandises, bref. Il faut ce qu'on a inventé, nous, qui s'appelait l'Union européenne. Et les Palestiniens et les Israéliens sont pas plus bêtes que nous. Ils seront capables un jour de le faire. Et mon souhait le plus cher, comme il y a eu les accords d'Abraham, qui sont allés très vite, très vite. Le Liban, qui est en guerre avec Israël depuis tout le temps, et qui pourtant est le pays le plus proche culturellement, à tout point de vue d'Israël. Enfin, le Liban étant, hélas, dans la population. Mais vous connaissez mieux que moi le Liban, mais moi je connais un peu le Liban. Ce sont des pays... Là, il y a quelque chose à faire. Si j'étais jeune et que j'avais un engagement, ça serait celui-là. Et ça serait celui-là en tant que Français également, en tant qu'Européen, parce que en tant qu'Européen, on a une expérience de ça. On a une expérience de la détestation qui se traduit ensuite par une amitié forte. Il y a eu quand même 3 guerres entre la France et l'Allemagne, on le sait. Il y en a eu 4 entre Israël et les pays arabes. En tout cas, on peut espérer, en tout cas il faut garder évidemment et l'optimisme et tout ce qu'il faut, on peut espérer que la paix survienne. Encore une fois, je ne crois pas que c'est demain, ni après-demain, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais de toute façon, c'est une question d'éducation, c'est une question de conscience, c'est une question de lucidité. Il n'y aura pas d'autre alternative, parce que l'autre alternative, c'est la mort, c'est la vitrification, c'est toute cette région qui plonge dans le chaos. Il est déjà dans le chaos. Il faut que ça s'arrête. Merci, Olivier Pardo. Je vous en prie. Merci, maître Olivier Pardo, d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va parler dans un instant avec l'avocat Jean-Marie Viala, qui sera avec André Berkoff de Mohamed Amra. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Belle, je me faisais la belle, très belle chanson de Louis Chédid. Effectivement, et simplement, il y a quelqu'un qu'on a aidé à faire la belle, et ça a fait 3 morts et plusieurs blessés. Alors aujourd'hui, un hommage national sera rendu aux 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon dans l'Eure, on se rappelle. C'était il y a quelques jours, c'était le mercredi, c'était le 15 mai, c'est ça, le 15 mai. Vous vous rappelez, il y a eu, c'est pour ça que le gouvernement va honorer ces 2 agents. Au péage d'Incarville, Mohamed Amra a pu fuir avec les 2 ou 3 complices qui sont venus et qui ont tiré immédiatement, sans sommation, sur les agents qui étaient dans le fourgon, dans les 2 fourgons pénitentiaires. Et Mohamed Amra est un multirécidiviste âgé de 30 ans, très lourd casier judiciaire, venait d'être à nouveau condamné à 18 mois d'emprisonnement le 7 mai dernier par le tribunal d'Évreux, et c'est en retournant d'Évreux, effectivement, à la prison, que le fourgon a été arrêté et qu'il y a eu ce qui s'est passé. Et malheureusement, l'individu qui n'appartenait pas à la catégorie des détenus
particulièrement surveiller ce qu'on appelle les DPS, contrairement à ce que le parquet avait annoncé plus tôt dans la journée. Eh bien, il nécessitait une école de niveau 3, raison pour laquelle ce déplacement entre la prison d'Évreux, où il résidait, comme on dit, et un juge d'instruction de Rouen ne se déroulait qu'en présence de 5 agents pénitentiaires, avec des fourgons, je rappelle, qui n'étaient pas blindés, d'où le massacre. Jean-Marie Viala, bonjour. 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 Vous êtes avocat, on vous connaît, on vous reçoit toujours avec plaisir dans notre émission et sur Sud Radio. Au fond, qu'est-ce que ça dit? On a pris cet exemple, ça s'est passé il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça dit effectivement de la manière, est-ce que par exemple il fallait vraiment ce déplacement de la maison d'arrêt au juge d'instruction? Est-ce qu'on n'avait pas pu le faire par télétravail? Enfin, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui et plus généralement des lacunes peut-être du fonctionnement d'une certaine justice? Oui, alors de toute façon, cher André, la première réflexion qui vient à l'esprit, c'est qu'il faut d'abord penser une chose, c'est que il était transporté par des gens qui l'amenaient du tribunal à sa cellule, oui, et que d'autres sont arrivés et ont sorti des armes et ont tiré, voilà, et ont tué. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose. Vous savez très bien quelle est mon idée fixe à ce sujet, c'est la déshumanisation des choses en France. Je parle de la France, je sais qu'on peut me dire qu'ailleurs ça peut être pire, je parle de la France. Bien sûr, bien sûr. On est tellement déshumanisé aujourd'hui à tous les niveaux, c'est que des bandits n'hésitent pas à arrêter avec une voiture bélier. D'ailleurs, ils se foutent éperdument de savoir ce que devient la voiture. D'ailleurs, vous savez que maintenant, elles sont toutes incendiées au fur et à mesure. Bien sûr. Et ils arrêtent là, le fourgon s'arrête. Dedans, il y a des gardiens de prison qui font leur métier. Qui n'ont rien demandé à la personne, ils sont armés comme s'ils allaient à la chasse aux moineaux, et vous avez ces gens-là qui sortent avec des grandes armes et qui, au lieu de menacer et dire bon tu ouvres ta porte, tu laisses sortir et tout, non, ils tirent, ils tuent, et voilà. Alors ça, c'est l'image même de l'anti-justice, de tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Et je suis écœuré de me rendre compte à quel point c'est rentré dans l'esprit de tous les gens, y compris les plus jeunes. Je racontais hier soir à la Nuit de la Justice que j'avais l'honneur de présider, que je défends bientôt des enfants je dis bien, qui, comment dirais-je, ont piégé des gens sur Internet, sur les réseaux, leur ont donné des rendez-vous en se faisant passer pour des jeunes filles, et puis quand ils sont arrivés, il y a eu un meurtre d'ailleurs sur ça, et puis les autres, ils les ont tabassés, leur ont piqué leur argent. À aucun moment, l'empathie humaniste n'a eu intérêt dans les rapports. Alors après qu'on vienne dire, et c'est vrai que la justice n'est pas la justice dans son grand sens, c'est-à-dire comment on s'occupe de ce que les voyous appellent les matons. Comment on se préoccupe de leur sécurité, pourquoi on fait des transferts pour des choses aussi petites avec des bandits aussi reconnus que monsieur en question, je ne veux même pas dire son nom tellement il ne le mérite pas. Je veux dire que ça, c'est une question qui reste pendante depuis des années entre ceux qui considèrent que tous les gens qui sont en prison sont comme au club Méditerranée parce qu'ils ont la télévision, et ceux qui disent qu'il faut les réinsérer, que ce sont des gens très bien qui ont fait une erreur. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on ne prend plus vraiment en connaissance de cause des risques que prennent les gens qui sont dans la justice. Ça va venir aux avocats, ne vous inquiétez pas, nous serons menacés bientôt. Parce que on n'arrive pas à comprendre que les exemples que on a donnés depuis tant d'années ont fait que jeunes, vieux, étrangers, pas étrangers, savent que en France, la justice, ça n'est qu'un dégât corollaire qui peut très bien passer son temps rapidement et permettre de sortir la preuve. Un dommage collatéral, vous dites, oui, c'est ça. C'est un dommage collatéral de l'inaction, non pas de la justice, mais de l'incompréhension de ce qu'est devenu le monde à l'extérieur.
Oui, parce que c'est ce sentiment d'impunité, ces types-là, ces types qui arrivent, qui ont des armes tout à fait sophistiquées, qui sont peut-être drogués ou cocaïnés à mort, qui tirent à vue, qui tire vraiment à vue, sans sommation, vous l'avez dit, et on a l'impression que, et puis ces fourgons, enfin cette protection, ah non, pas la peine d'avoir une grande protection là, il n'appartient pas à la catégorie des détenus particulièrement surveillés. Or, je ne vais pas détailler, mais enfin, le nombre de condamnations que ce Mohamed Amra avait eu depuis des années, ben non, c'est pas grave, c'est voilà. C'est ça qui est étonnant. Cher André, il y a pire, c'est que ce monsieur-là était actuellement mis en examen pour meurtre en bande organisée à Marseille. C'est pour ça qu'il était détenu à Marseille. Donc, je veux dire, cette carence de la compréhension administrative de la justice à ce niveau-là, elle est absolument condamnable. Il faut bien comprendre que ces gens-là ne reculent devant rien, puisque la mentalité aujourd'hui, c'est que la personne humaine n'a aucune importance. Alors, ne faut-il pas, je pose la question à l'avocat, l'homme de loi, Jean-Marie Viala, est-ce qu'il ne faut pas, je ne suis pas du tout pour renforcer, ne faire qu'un état de sanction, mais enfin, quand même, est-ce que c'est très bien l'état de droit, mais il ne faut pas que l'état de droit devienne l'état de tordu, face à justement cette espèce de déshumanisation dont vous parlez. Alors, l'état de droit, comme l'a rappelé hier soir d'ailleurs fort justement le bâtonnier Paul-Albert Riouens, l'état de droit est nécessaire parce qu'un état de non-droit, c'est un état dans lequel vous et moi nous partirions tout de suite ailleurs. Bon. Mais il y a aussi l'état des devoirs. On parle plus des devoirs, on ne parle que de l'état de droit. Alors, si vous voulez, pour en revenir à des choses très pragmatiques, quand quelqu'un est multirécidiviste, qu'il est mis en examen pour des faits très très graves, tout en respectant la présomption d'innocence, tout en respectant le fait de ne pas il faut jamais ressembler aux personnes que l'on condamne ou que l'on va condamner. Il faut justement rester dans le cadre humain de la justice. Mais ça n'empêche pas de prendre des précautions d'usage. Ça n'empêche absolument pas de dire attention, monsieur, vous êtes présumé innocent, vous êtes mis en examen pour meurtre en bande organisée. Ok, on va prendre la précaution, non pas pour vous, puisque ça change rien. Lui, il est assis pour faire le trajet, hein. Mais pour les gens qui vous accompagnent, au cas où, compte tenu du fait que dehors aujourd'hui c'est devenu très dangereux. Eh bien, nous allons prendre les précautions d'usage qu'il faut, et vous ne vous déplacerez pas autrement qu'avec des motards devant, derrière, et un fourgon autrement équipé que celui dans lequel vous étiez. Voilà. Et oui, mais voilà, et ce qui est intéressant, ça fait des années, voilà, cher Jean-Marie, pour terminer, et au fond, on a l'impression que, alors, on vient dire à la fois, ça ne se reproduira plus, le ministre de l'Intérieur vient dire c'est fini, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable, on voit ça pour énormément d'affaires, et puis on a l'impression que ça continue encore et encore, et que ça devient du quotidien. C'est ça qui est quand même très préoccupant. Comme disait un illustre personnage, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et nous avons malheureusement l'habitude, depuis un certain nombre d'années, d'écouter les promesses et d'y croire et de voir que rien n'a changé. Et ce qui me désole le plus aujourd'hui, c'est que on entend de plus en plus de commentateurs dont vous faites partie, cher André, mais malheureusement vous, ou heureusement pour nous, vous avez parfois, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le sens de la nuance. Et on ne condamne pas les gens avant qu'ils aient été condamnés. Quand on n'est pas dans la justice, on ne prend pas les décisions à la place des autres. Et on ne se laisse pas avoir parce que l'on écrit. Non, mais Jean-Marie Viala, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous disiez. Attention, voilà. Je parle du ministre de l'Intérieur. Justement, vous revenez à l'histoire de la présomption d'innocence. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que personne ne protège. Personne ne protège les gens. Eh bien, voilà. Mais cher André, je voulais en terminer par là. Ça n'est pas parce qu'on respecte ça qu'on ne doit pas prendre les précautions, mais les plus, comment dirais-je, les moins infamantes en plus, parce que c'est pas infamant du tout, mais les plus essentielles pour les gens qui sont des collaborateurs de la justice, et donc il faut arrêter de faire croire qu'on s'en moque, que ce soit dans le fait du travail qu'ils font dans les prisons, ou dans le fait que le travail fait un avocat, et je sais de quoi je parle, parce que des fois nous avons été menacés
parce qu'il y a des gens qui n'ont plus peur de menacer un avocat ou un juge. En lui disant je sais où sont tes enfants, où ils vont à l'école, arrête de t'occuper de cela parce que c'est mon ennemi et tout. Voilà la société que nous avons fabriquée, monsieur Berkoff. Et cette société-là, il faut arriver enfin à l'admettre. J'entendais hier soir pendant la nuit de la justice une avocat général qui disait les femmes ne se font pas violer dans la rue, elles se font aussi violer par leurs propres parents. C'est évident, mais c'est pas parce que des femmes se font violer dans leur famille qu'il faut ne pas vouloir penser que dans les rues de Paris, une jeune femme ou à Nice peut se faire violer parce que maintenant tout le monde s'en fout et que aujourd'hui une femme c'est rien d'autre pour certaines personnes qui sont actuellement en France. Voilà, et qu'il faut arriver à faire comprendre que ça existe et à prendre les décisions qui s'imposent, non pas en condamnant sans connaître, non pas en condamnant sans regarder, mais simplement en prenant les précautions d'usage minimum pour les gens qui demain peuvent être victimes de choses parce que nous n'avons pas été assez prudents. Tout à fait. Merci. Eh bien écoutez, nous avons bien entendu, je crois que nos auditeurs vous ont bien entendu, Jean-Marie Viala. Merci et merci pour cette nuit de la justice qui était très réussie. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'y avoir participé, cher André, parce que vous avez été remarquable et adoré par l'ensemble des spectateurs et des auditeurs. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff qui reçoit Marc Rousset. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Marc Rousset, auteur de ce nouveau livre, Notre faux ami, l'Amérique. Bonjour à vous, Marc Rousset. Alors Marc Rousset, bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur. Vous avez été préfacé, je le dis, dans vos précédents livres, notamment par Raymond Barre. Oui. Et puis Alain Perfit. Et puis Alain Perfit, oui, ce qui n'est pas négligeable quand même. Perfit a interviewé De Gaulle et vous a préfacé, ce qui est une bonne chose. Et puis vous avez écrit plusieurs livres, on vous avait reçu il y a 3 ans pour je vous en remercie l'Europe des Nations. Et puis là, vous venez d'écrire un livre, déjà le titre... Il dit ce qui, votre parti pris au sens vrai du terme, notre faux ami l'Amérique, et vous ajoutez pour une alliance avec la Russie. Et vous aggravez votre cas aux yeux de certains en le faisant préfacer par Piotr Tolstoï. Et je rappelle que Piotr Tolstoï, qu'on entend assez souvent à la télévision française puisqu'il parle français, très bien d'ailleurs. Il est vice-président de la Douma d'État du Parlement de la Fédération de Russie. Et dites-moi, vous ne croyez pas que des gens vont dire, mais attendez, Marc Rousset, vous vous faites préfacer par Piotr Tolstoï, est-ce que vous n'êtes pas un agent de l'étranger? Oui. Eh bien, cher André Berkoff, je suis très tranquille à ce sujet parce que j'écris depuis que je suis retraité des grandes entreprises. Oui, vous avez été, je rappelle quand même, il faut le dire, vous avez été... Directeur général dans des grands groupes multinationaux. Absolument. Ron Poulenc, le groupe... Veolia, oui, Carrefour... Au Brésil, en Asie, je connais le monde entier. Vous avez été directeur d'entreprise, là, dans oui, ça. Toujours de fonction de directeur général de division, voilà. Donc vous avez voyagé. Ce qui m'apporte le réalisme dans ma pensée géopolitique. D'accord. Et alors vous dites, oui, vous vous sentez très à l'aise de ce point de vue-là. Vous dites, vous n'avez pas de conflit d'intérêts, c'est pas le problème. Non, justement, c'est le problème, c'est que depuis. Le thème qui me passionne, c'est celui de l'Europe. Avec Alain Perfit, au retour de Harvard, de l'Advanced Management Programme pour les grands chefs d'entreprise, eh bien, j'avais écrit dans la foulée la Nouvelle Europe de Charlemagne. Avec Yvon Gattaz, qui m'a préfacé aussi, l'ancien président du MEDEF. Donc, j'ai écrit les Euroricains. Ça voulait dire aussi que, déjà, je sentais qu'il y avait des problèmes avec l'Amérique. Et ensuite, en 2008, j'étais un pionnier dans la pensée des problèmes de la Russie, puisque j'ai écrit la Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou,
préfacé par un académicien russe qui est Alain Perfit, et qui est d'ailleurs actuellement président de l'Académie des sciences morales et politiques de Russie, qui s'appelle Yuri Rubinsky. Il y a 2 ans, j'ai écrit pour une Europe des nations avec la Russie. S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, j'aurais écrit le même livre. Pour moi, la guerre en Ukraine vient de... Oui, bien après ce que vous pensez, ce que vous avez écrit. J'aurais écrit le même livre, guerre en Ukraine ou pas en Ukraine. C'est pas du tout le livre de quelqu'un qui est un enragé d'un suppôt ou d'un admirateur inconditionnel de Poutine. Non, c'est le livre d'un patriote français qui est très imprégné de la pensée du général de Gaulle, que je pense quand même présenter dans une approche plus 21e siècle. Pour simplifier, de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Moi, je parle de l'Europe de Brest à Vladivostok. Parce qu'un des grands thèmes de mon livre, par exemple, c'est l'enjeu pour le monde européen que représente la Sibérie, voyez-vous. Donc tout ça, sont des problèmes qui sont indépendants de l'Ukraine. Et alors, on va en parler, Marc Rousset, justement, du fond du livre, c'est bien ça. Alors, vous, votre thèse, vous dites, nous avons trop été, et évidemment, je résume, bien sûr, je renvoie au livre, parce que votre livre est très, très documenté et sourcé. Vous dites, nous avons été à la traîne de l'Amérique depuis X temps, et aujourd'hui, il faut reconsidérer cela, non pas en faisant la guerre à l'Amérique, bien sûr, mais en considérant qu'il y a un continent européen qui va, comme vous venez de le dire, de Brest à Vladivostok. Ça implique quoi? C'est-à-dire que vous dites, il faut changer, l'Europe doit changer de paradigme, doit changer de ligne de fond. Bien sûr. Alors ça, c'est fondamental. Elle doit d'abord se libérer de l'impérialisme américain. Comme je dis, l'Occident, ça n'existe pas. Je dis bien aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça existait du temps des croisades, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est l'Empire américain qui est dirigé par Washington et avec des multiples alliances, que ce soit... Et ils ont des alliances partout, ces gens-là. En Amérique du Sud, l'AUKUS, le quadrat avec le Japon, les Indes, l'Australie. Un tout immense, quoi. Plus le temps avec vis-à-vis de l'Europe. En fait, c'est quoi? C'est l'Empire américain qui est dirigé par Washington. Bien. Donc, il faut se libérer absolument, ce qu'avait compris le général de Gaulle. J'ai un chapitre qui reprend d'ailleurs les thèses d'Éric Branca, qui s'appelle « La guerre de 30 ans du général de Gaulle contre l'Amérique ». Il n'a fait que ça, le pauvre. Oui, mais pardon, c'est intéressant, parce qu'on va en discuter de ça. Oui, il avait quitté le commandement intégré de l'OTAN, mais il n'avait pas quitté l'OTAN. Oui. Attention. Non, il a l'Alliance Atlantique. Voilà, il avait l'Alliance Atlantique. Mais il a quitté l'OTAN en tant que structure intégrée, structure militaire. Absolument, absolument. Oui. Mais rappelez-vous quand même, parce que vous citez De Gaulle, rappelez-vous quand même, quand il y a eu les fusées soviétiques posées par Khrouchtchev à Cuba, il a pris le parti des États-Unis. Il a eu raison d'ailleurs. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Donc sur le fond, vous dites simplement, aujourd'hui, nous n'avons plus à adopter on le voit que cette politique de suivisme vis-à-vis de l'Amérique. Oui, non, c'est de suivisme et puis de valet inconditionnel. On l'a vu avec l'explosion de Nord Stream, l'attitude, par exemple, Fabien Bouget qui en parlait, on pourra y revenir si vous voulez, parce que j'ai eu un tout petit bémol à apporter à ce qu'il a dit. Il a travaillé le problème plus que moi, mais quant à son approche, je pense qu'il a fait une toute petite erreur d'interprétation, on pourra en reparler. Non, mais restons dans nos problèmes. Oui. C'est qu'il faut absolument donc se libérer de cette emprise, de cet impérialisme américain, avec les valets inconditionnels que sont le président de la République française, le Premier ministre en Allemagne et tous ces gens-là, et retrouver une pensée géopolitique avec des évidences. Alors la première évidence, ça remonte à Ortega y Gasset en 1937, qui avait dit l'Espagne et les pays hispanisants d'Amérique du Sud ne peuvent pas avoir un destin commun. Pourquoi? Parce qu'il y a l'océan Atlantique qui sépare. Alors la première idée, grosse comme une maison, c'est que l'océan Atlantique, ce n'est pas du tout la Seine au milieu du monde occidental. L'océan Atlantique, Christophe Colomb a mis des siècles avant de traverser l'océan Atlantique, sépare géographiquement et géopolitiquement, qu'on le veuille ou non, les intérêts de l'Europe et de l'Amérique. Même aujourd'hui, alors que la Russie est notre voisin. Oui, mais Marc Rousset, nous avons des jets qui traversent en 5 heures. Aujourd'hui, on n'est plus chez Christophe Colomb. Bien sûr.
il traverse en 5 heures, mais il n'empêche que la distance géographique est là et que les intérêts géopolitiques correspondent à des localisations géographiques, alors que vous pouvez aller à pied de Brest à Vladivostok. Bien. L'autre deuxième grande idée, c'est que la Russie est un pays rempli de matières premières, avec le vide sibérien qui a elle-même des problèmes existentiels. Et donc, en ce sens, d'ailleurs, elle n'est pas du tout une menace, ne serait-ce que pour cette raison. Et donc, cette Russie, elle a tout fait pour se rapprocher de l'Europe. Et c'est nous, les Européens, qui avons, depuis Gorbatchev, qui parlait de la maison commune Europe, et qui avait dit à Madame Thatcher, Madame ne souhaite pas que l'Europe soit un théâtre d'opérations militaires, mais une maison commune. Et ce monsieur, il était pas aussi naïf qu'on veut bien dire. Il voulait vraiment la paix. Et c'est Mitterrand l'avait senti un peu en voulant créer son Europe européenne, cette confédération européenne. Et puis par la suite, eh bien l'Amérique, particulièrement après la chute du mur de Berlin, les Européens ont été moins que rien. Et au lieu de détruire l'OTAN, qui n'avait plus aucune justification, contrairement aux engagements, et c'est ça qui est scandaleux, qui avaient été pris par James Baker, qui était le négociateur de Bush, le fameux, j'ai horreur de parler l'anglo-américain, le not one inch forward, pas un pouce plus loin, n'est-ce pas? Eh bien, cette parole n'a pas été respectée. Et qu'a fait l'Amérique? Si nous avons la guerre en Ukraine, je dis bien, j'ai fait 2 chapitres simplement sur la guerre en Ukraine, je dis bien, ce n'est uniquement à cause de l'Amérique. Le responsable de la guerre en Ukraine, c'est l'Amérique et personne d'autre. S'il n'y avait pas l'Amérique, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. On va en parler juste après cette petite pause. Mais je ne viens pas pour parler de la guerre en Ukraine. Non, mais je sais, mais ce n'est pas l'Amérique qui a envahi l'Ukraine, c'est bien la Russie. La Russie. Il y a eu quand même cette agression. Mais on va reparler du fond. C'est très intéressant, votre position est intéressante, très controversée, très provocatrice, mais elle mérite d'être écoutée, pour le moins. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Marc Rousset aussi est dans tous ses états pour défendre sa thèse, notre faux ami l'Amérique, et pour une alliance avec la Russie, un livre qui vient de paraître, un livre, effectivement, un livre de combien de 370 pages. Voilà, vous connaissez pas encore 370 pages. Mais non, moi je voudrais revenir au fond, parce que bon, on va dire évidemment, la chanson de Sardou, vous la connaissez. Si les Ricains n'étaient pas là, nous vous seriez tous en Germanie. L'Amérique est venue au moment de 44-45, le débarquement, on le fête là dans le débarquement en Normandie, on le fête le 6 juin prochain, le 80e anniversaire, mais la Russie aussi, on sait ce qu'elle a donné au niveau de ce qui s'est passé après Stalingrad, de la libération d'Auschwitz et compagnie. Mais je voudrais qu'on ne soit pas dans l'histoire, mais pourquoi aujourd'hui, en 2024, vous estimez, Marc Rousset, et avec d'autres, mais enfin, vous êtes le seul à avoir développé très profondément cette thèse, pourquoi la France, l'Europe en général, et la France en particulier, ont intérêt, alors qu'on est avec embargo et compagnie, pourquoi on a intérêt à retrouver des liens avec cette économie et cet pays et cette puissance russe qu'on voulait mettre à genoux il y a quelques mois, Bruno Le Maire, Dixit. Voilà. Alors, la réponse à votre question, André Berkov, est la suivante, c'est le titre même de ma conclusion, c'est rester européen en s'alliant avec la Russie, ou devenir américain si on continue comme nous sommes. Actuellement, nous sommes dans une voie d'américanisation incroyable. Sur le plan militaire, nous sommes des valets de l'OTAN, nous achetons 60% de l'Europe achète tous ses armements à l'Amérique. On voit bien que on défend même plus nos intérêts, puisque l'Amérique a une telle emprise sur sur nos dirigeants qu'ils n'ont même pas le courage de dire qu'on fait péter les gazoducs, que
actuellement on va perdre notre industrie nucléaire, personne ne dit rien. Donc le dilemme pour nous, et ça c'est la vérité, triste, affolante, tragique, n'est-ce pas? Donc le problème de fond, mon titre, mon livre a 2 titres, dans 33 chapitres. Le premier titre, je décris pourquoi tous les inconvénients que nous apporte l'Amérique, c'est décrit jusqu'au chapitre 20, et puis le titre 2, les 13 derniers chapitres, pourquoi il faut rationnellement, et non pas pour des raisons émotionnelles, moi je suis pas du tout un inconditionnel de Poutine. Rationnellement, non. Voilà. Alors rationnellement, après, vous dites pourquoi il faut se rapprocher de la Russie? Voilà. Parce que d'abord, nous avons la proximité géographique, et ça c'est une évidence, c'est un voisin. La Russie, en plus, s'est constituée un ensemble civilisationnel européen. Nous pourrions faire, si nous nous rapprochons de la Russie, qui est de religion orthodoxe, en 1917, la Russie était hyper européenne à l'époque, avant que la révolution ait lieu. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous pouvons constituer un monde civilisationnel, je dis bien, c'est pour ça que mon livre est un livre géopolitique à long terme, mais non pas un livre de circonstances de guerre en Ukraine, qui aurait un sens. Il aurait un sens au même titre qu'on parle de la civilisation indienne, que l'on parle de la civilisation arabe, que l'on sert de la civilisation en Papouasie, etc. Il y a une vraie civilisation européenne. Vous voulez dire, un monde essentiellement blanc, dans un monde qui va de l'Atlantique au Pacifique, et qui constitue, beaucoup de géopoliticiens l'ont remarqué, qui constitue sur le plan géopolitique une évidence qui peut justement permettre à l'Europe et aux Européens de l'Ouest de retrouver un sentiment de grandeur depuis que nous avons perdu, nous Français, tous les petits peuples européens, nous avons perdu notre empire. Comme disait Darlan, très justement, la France sans l'Empire, ce n'est rien. L'Empire et l'Empire sans la France, ce n'est rien non plus, n'est-ce pas? Or, depuis que nous avons perdu notre Empire, et puis il semble, vu les événements, qu'on perdra de plus en plus cet espace qui a alimenté... Vous pensez à la Nouvelle-Calédonie, c'est ça, et à Mayotte. Eh bien, cette ouverture vers le Far Est, le Far West européen que représente la Russie et la Sibérie, peut donner au monde européen de nouveau des raisons d'espérer, des raisons d'espace, de grandeur, de perdre ce sentiment de petitesse que Ortega y Gasset avait déjà remarqué très justement en 1937 dans la révolte des masses. D'accord, Marc Rousset, vous parlez on peut retrouver, est-ce que vous pourrez vous rétorquer, attendez, l'Occident c'est les États-Unis plus l'Europe. En quoi s'allier à la Russie va faire un vrai ensemble civilisationnel, puisqu'aujourd'hui on entend de Lavrov à tous les autres en disant attendez, nous pour le moment, vu ce qui se passe, on ne veut plus entendre parler de l'Europe. Mais sur le fond, vous pensez qu'il y a une possibilité d'homogénéité civilisationnelle entre la Russie et l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui? C'est une évidence sur le plan même géopolitique, puisque c'est ce que souhaite la Russie aussi. On pourra parler ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, pourquoi nous, les Européens, nous voulons nous rapprocher de la Russie? Dans un deuxième temps, pourquoi les Russes ont toujours voulu se rapprocher de nous? Bien. Alors, on est dans le premier thème, à savoir pourquoi on doit se rapprocher de la Russie. La Russie, c'est 20% des richesses minières du monde. Hein. Ils ont c'est donné accès, si on prend la fameuse théorie de Mackinder, n'est-ce pas? Cet ensemble que représente ce monde européen, nous aurions un monde européen qui irait de l'Atlantique au Pacifique, donc nous aurions le même avantage stratégique que les États-Unis, qui sont représentés comme une île. En plus, nous aurions une ouverture sur l'Arctique, qui est de plus en plus navigable, et nous ferions partie du fameux Heartland décrit par Mackinder, c'est-à-dire ce qu'il appelle la World Island, n'est-ce pas, le continent central. Donc ce serait un avantage stratégique pour le monde européen,
Je dis bien européen. Moi, je ne crois plus à l'Occident. L'Occident, ça n'existe plus. Je dis bien l'Occident n'existe plus. Il n'y a que l'Empire américain qui est dirigé par Washington. Voilà. Aussi bien sur le plan militaire que par la fameuse soft power. Alors, quand vous dites, alors, ce serait pour le monde européen, vous avez excité économiquement avec toutes les ressources de la Russie, ressources minières, et nos richesses technologiques, nous, Européens, donc l'on peut en lier. Les richesses démographiques, parce que la Russie, alors ça, c'est le point de vue de l'intérêt russe, nous devons jamais, nous, mener une guerre pour la Russie, de même qu'on ne doit pas se battre pour Taïwan, la Chine, mais nous devrions, nous, Européens, considérer, et ça c'est la grande idée de l'amiral Castex, en 1964, qui a fait une chronique, qui a déchaîné, qui est toujours très connue en Amérique, qui a dit que la Russie, c'était le bouclier à l'est de l'Europe. C'est ce que les Européens n'arrivent pas à comprendre. C'est que non seulement la Russie, c'est pas une menace pour nous, parce qu'elle a 146 millions d'habitants dans à peu près 17 millions de kilomètres carrés. C'est 26 fois la France, n'est-ce pas? C'est 2 fois les États-Unis, et vous avez 146 millions d'habitants qui ont été saignés, avec 25 millions de morts pendant la Deuxième Guerre, qui, après la chute de l'URSS, la natalité était tombée à 1,1. Donc le brave Poutine, il le voudrait, il peut pas menacer, envahir l'Europe. C'est pour ça que ce sont des mensonges, je veux dire, fondamentaux. Poutine veut rassembler le monde, son monde russe. Il veut absolument pas faire la guerre et passer les frontières de la Pologne. Il veut pas envahir. Mais non, c'est pas son intérêt. Il a besoin de nous parce que le véritable danger qui menace la Russie, et ce que les Européens doivent comprendre, c'est le danger à terme civilisationnel, c'est la Chine. Il ne faut pas oublier qu'en 1860, il y a eu les traités inégaux, où là, la Russie a pris 900 000 km² à la Chine. C'est le danger de l'islam de l'Asie centrale, qui pourrait arriver à Stavropol. Et comme je dis d'une façon très sibylline, si un jour les Chinois arrivent à l'Oural, si l'islam de l'Asie centrale arrive à Stavropol, qui était le point de départ de la colonisation, où Tolstoï, lorsqu'il est allé faire la conquête de la Tchétchénie, ce serait une catastrophe civilisationnelle pour le jeu européen, qui serait encore plus grave que la prise de Byzance par les Turcs en 1453. Et il n'y a pas un Européen qui va... Et les Européens ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez et de sentir ce rôle protecteur que représente pour nous la Russie. La Russie est allée dans le sens inverse du monde de Gengis Khan, n'est-ce pas? Lorsque le Cosaque Yermak est parti à la conquête de la Sibérie de 1580 jusqu'en 1680, la Russie a fait le chemin inverse de Gengis Khan. Marc Rousset, vous êtes passionné par votre cause et c'est une bonne chose. Faut une être cause passionnée et raisonnée par 33 chapitres du monde justifié. Nous sommes d'accord. Disons une passion raisonnable, je dirais plutôt une raison passionnée. C'est une bonne chose. On se retrouve juste après cette petite pause. Alors après la pub, vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 pour réagir, pour intervenir, pour poser vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous les états, notre faux ami l'Amérique, dit Marc Rousset. L'Amérique, pour lui, est un faux ami et pour une alliance avec la Russie, ajoute-t-il dans son livre. En tout cas, un livre qui est, encore une fois, je le dis, un livre qui est très documenté, qui mérite tout à fait d'être lu. Après, vous en tirez ce que vous voulez, vous serez d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai que vous parlez de tout ce qui nous concerne aujourd'hui, et il y a des chapitres tout à fait intéressants. Alors, la première partie, où vous dénoncez effectivement le soft power américain, soft power ou pas soft power d'ailleurs, vous parlez du général de Gaulle, mais juste à un moment donné, je voudrais que vous parliez alors de ce qui se passe aujourd'hui, et qui va un peu, en tout cas en faveur de votre thèse, mais je voudrais vous l'entendre, sur le bouleversement du monde avec l'apparition des BRICS, avec la dédollarisation, avec l'état or qui revient, avec effectivement l'Arabie Saoudite qui vend son pétrole en yuan, avec Poutine et Xi Jinping qui se font l'accolade, etc. Et en quoi ce qui se passe actuellement dans ce monde, alors ça va au-delà de l'Europe bien sûr, apporte l'eau à votre moulin?
Je vous écoute, absolument. Eh bien, tout d'abord, actuellement, je dis bien, si la Russie et la Chine actuellement se rapprochent, c'est parce que d'abord, nous, les Européens, nous avons commis la faute de jeter, comme le disait d'ailleurs l'ancienne présidente de l'Académie française. Ouais. On a jeté la Russie dans les bras de la Chine. C'est nous qui avons jeté la Russie dans les bras de la Chine. Mais, juridiquement, géopolitiquement, la Russie et la Chine sont des alliés de circonstance. Mais puisqu'ils sont menacés tous les deux par l'Amérique, mais ils n'ont pas un objectif commun. Parce que, comme je le pense profondément, et c'est explicité dans mon livre, il y aura toujours le rift sibérien. Il y a un monsieur qui avait dit, c'était un parlementaire de Mongolie extérieure, il avait dit une chose très juste, la Chine s'occupe actuellement de Taïwan, ensuite ce sera notre tour dans la Mongolie extérieure, et ensuite ce sera le tour de la Sibérie. Voilà ce que disait un parlementaire. Oui, et l'Amérique et la Chine ont très envie et qu'on voit la Sibérie avec beaucoup de ferveur. Comme disait Castex, on ne met pas deux ours dans une même tanière, un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, il y a eu des affrontements en 1969 déjà. Alors, voilà. pour revenir à l'Europe. Plus mondial, avec toutes ces questions très riches que vous avez posées, André Berkoff, sur le problème des BRICS, sur le thème de l'or, où là, je m'essuie comme un poisson dans l'eau parce que je suis fondamentalement. Alors, parlez-nous de l'or, parlez-nous de la dédollarisation du monde. Allez-y. La dédollarisation en un mot. Le dollar représente aujourd'hui 40% des facturations mondiales. Il ne représente plus, il est en décroissance, il représente plus que 60% des réserves dans les banques centrales. Et vous avez un monsieur qui apparaît, c'est l'or, qui représente déjà 15% des actifs des banques mondiales. Je pourrais écrire une thèse de doctorat d'État sur ce problème. Je dis bien, le seul avenir, s'il va se passer, c'est que l'or deviendra à terme le seul étalon or. Depuis 1971, que Nixon a décrété l'inconvertibilité de l'or en dollars, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est la substantifique moelle qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a lâché le garde-fou. Voilà. Tant qu'il y avait des tonnes d'or qu'on devait échanger et qui étaient en regard, et c'est ce que peu de gens disent. Hein, alors, allez-y. Peu de tonnes d'or en face. Restez sur votre. Peu de tonnes d'or en face d'une grande base monétaire. Eh bien, il y avait un réflexe d'équilibre du monde occidental. À partir du moment où on a l'Amérique n'avait plus à rembourser le dollar en or, eh bien, et que le dollar évoluait d'une façon sur le marché d'échange, c'était le garde-fou. Alors le taux évoluait, hein, il était 35 $ l'once en 1971, on est aujourd'hui à 2500. Hein, on est passé, attendez, on est passé de 30. Attendez, Marc Rousset, faut que les gens comprennent. Oui. Vous allez trop vite, je comprends, vous êtes emporté par votre passion. Vous disiez que 35 $ l'once, en 71, combien aujourd'hui? 2500 $ l'once. D'accord, oui, c'est important de le souligner. Alors, ça. La meilleure de toutes, c'est qu'il y a un calcul qui a été fait, c'est que si on prenait l'endettement actuel des États-Unis, qui est de 35 000 milliards de dollars, par rapport aux 8000 tonnes d'or, tenez-vous bien, André Berkoff, il faudrait de nouveau multiplier, croyez-le ou non, le cours actuel de l'or par 60. Est-ce que vous imaginez le problème? Pour rembourser la dette, vous voulez dire. Pour que les dettes soient remboursées avec l'or détenu actuellement. D'accord. Même si il n'en est pas question, puisque l'or est inconvertible. Bien sûr. Alors ça, c'est une réflexion. Pour moi, c'est inéluctable. C'est des thèmes que je défends. Le libre-échange aussi, c'est un thème très important, qui est un thème mondialiste, sur dure 2 minutes. Parce que alors là, depuis 50 ans, j'ai toujours dit que c'était une folie, le libre-échange mondialiste. On me rétorquait toujours cette imbécilité de la ligne Maginot, n'est-ce pas? Et en 2017, c'est Trump qui a déclenché, parce que c'était l'intérêt des États-Unis, qui a déclenché le protectionnisme, n'est-ce pas? On est revenu au traité de la Havane en 1948, qui disait il faut
terminer le libre-échange, il faut revenir à un juste échange et au juste échange et avoir des frontières pour se protéger. C'est ce que font les États-Unis avec les voitures, etc. Et ils ont commis une erreur qui était une erreur aussi préméditée lorsque le mur de Berlin est tombé, parce que le rêve des Américains, d'abord ils ont fait 2 erreurs. Ils pensaient qu'ils continueraient à vendre des produits technologiques à la Chine, première erreur. Et puis deuxième erreur, ils ont cru qu'avec le libre-échange, ils allaient jeter le poison de la démocratie, chose qu'ils veulent faire en Russie actuellement, et que la Chine basculerait. Pourquoi vous dites le poison de la démocratie? Le rêve. La démocratie, c'est un poison? Dans un régime, dans un empire, qui est la Russie, qui est un empire, si vous mettez la démocratie occidentale en Russie, vous démolissez la Russie. C'est une évidence. Alors là, c'est de la réelle politique. Bien. Donc, si vous voulez, la Chine, d'ailleurs, a sorti tout ça. Poutine aussi l'a sorti. C'est une vérité. Introduisez. Et c'est pour ça que la guerre en Ukraine aussi, c'est une guerre civilisationnelle, parce que dans un cas, vous avez Poutine qui défend, c'est comme disait Philippe Villiers, les valeurs sont inversées, défend les valeurs traditionnelles, alors que la guerre de l'Amérique, c'est une guerre géopolitique, mais c'est aussi une guerre civilisationnelle avec des valeurs. Avec le woke, vous parlez du woke et de la cancel culture. L'Amérique en Ukraine conduit une guerre contre l'Europe, d'abord qui est géopolitique, parce qu'elle veut garder sa mainmise sur l'Europe et puis sur la Russie, et une guerre civilisationnelle avec des valeurs qui ne sont pas les valeurs européennes, car les valeurs européennes, ce sont les valeurs traditionnelles, et ce sont ces valeurs qui ont fait la grandeur de l'Europe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le poison de LGBT, toutes ces histoires-là, le wokisme, tout ça nous vient des États-Unis. Bien. Une autre idée, pour répondre à votre question, le problème des BRICS, que vous avez soulevé. La grande erreur géopolitique de la France, là je rejoins Pierre de Gaulle dans son approche, c'est de dire, on devrait, nous, Français, notre intérêt, ce qu'avait très bien compris le général, c'est qu'on devrait, nous aussi, nous rapprocher des BRICS, n'est-ce pas? La Chine, elle n'est pas plus proche des BRICS que nous, on pourrait l'être. Les BRICS, c'est un moyen pour la Chine d'assurer son emprise impérialiste, même en guillemets, sur le monde entier. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la grande erreur que nous faisons, c'est de conduire une politique qui va à l'encontre de nos intérêts, où on lance des sanctions économiques contre la Russie, qui ne sont pas des sanctions économiques contre la Russie, puisqu'en fait, nous nous suicidons économiquement pour les beaux yeux de l'Amérique. C'est pas avoir une politique de sanctions que de se suicider économiquement, n'est-ce pas? Il faut être crétin comme les gens qui nous dirigent actuellement pour ne pas voir plus loin que le bout de leur nez et n'est pas capable de commettre ce crime monstrueux de détruire l'industrie française. Renault qui avait 50% du marché automobile, vous avez Safran qui perce toutes ses matières premières de titane, l'Amérique qui veut actuellement détruire l'industrie nucléaire, et le gouvernement qui ne réagit absolument pas, parce que nous sommes dirigés par des valets, par des vendus, par ce qu'on appelle les young leaders. Vous n'y allez pas de main morte, hein, notre dirigeant actuel sont tous des young leaders. Même Sarkozy est allé se faire vacciner aux États-Unis. Les young global leaders, oui, ça s'appelle. Young leaders. Enfin, lui, il n'a pas été un pur young leader. Non, Sarkozy. pas vraiment, non. Mais il est allé passer 4 mois, et puis il allait lui aussi, comme tout le monde, avant de se présenter sa candidature. Donc vous dites, à l'ambassade des États-Unis. Oui, oui, et les Allemands ne sont pas à la traîne de ce point de vue-là, et encore plus. Si vous avez d'autres questions. Non, mais on en a. Est-ce que je répondais à toutes les questions très brièvement? On en a. Des BRICS. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. Voilà. On va prendre les auditeurs après la 0826 300 300 pour réagir, pour poser vos questions à Marc Rousset et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h46 dans Berkoff dans tous ses états, toujours avec Marc Rousset pour le face-à-face, pour ce livre Notre faux ami l'Amérique. Et nous avons Philippe qui veut réagir au 0826 300 300, qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, monsieur Rousset. Il y a de la fougue, il y a de l'animation sur le plateau. Oui.
Alors, j'ai une remarque à faire à M. Rousset. Je lui ai demandé son analyse. L'Union européenne, oui, effectivement, c'est une construction américaine à la base. Hein. On ne va pas parler de monnaie, on connaît. Mais que pensez-vous des partis politiques français défendant l'indépendance et la souveraineté de la France, hein. L'UPR, de M. François Asselineau, Debout la France, Reconquête, Rassemblement National. Est-ce que tous ces partis-là, pour certains du moins, pourraient faire concordat pour rejoindre les BRICS et quitter l'UE, l'OTAN, et puis le TAN, qui est le traité de l'Atlantique Nord, qui est cher à M. Asselineau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, la question est très bonne, c'est qu'il y a une sorte de paralysie actuelle du parler. Parce que les gens ont peur, électoralement, vous regardez tous les dirigeants, évidemment, moi je tiens à avoir une attitude géopoliticienne, non pas une attitude politicienne, mais là, donc je veux pas citer des noms, mais je vois très bien, je le vis très bien, et puis je connais même certains de ces dirigeants, les gens sont paralysés, parce que le problème fondamental, c'est qu'il y a une doxa, vous avez un marteau-pilon médiatique qui fait que, actuellement, des gens de bonne foi n'ont absolument pas compris. C'est pour ça qu'il faut que les gens lisent mon livre pour comprendre ce qui se passe, parce que il y a un pilonnage médiatique qui fait que même pardon, Philippe. Non, mais Marc, vous ne répondez pas à la question de Philippe, même si vous voulez pas prendre une position politique. Mais enfin, la politique est là. Il ne faut pas se raconter des histoires. Il vous dit, et que pensez-vous des partis qui prônent soit le Frexit, soit un certain souverainisme, soit une position de patriote? Je pense que à terme, on peut imaginer, mais ça prendra du temps, de modifier, ça peut être dangereux, mais il faudrait que, par le vote, en particulier en Allemagne, que l'AfD arrive à faire une percée. Ça, j'écris dans mon livre. Les choses pourront changer véritablement en Europe si, au lieu de faire 23%, l'AfD arrivait à faire 30%. Parce que l'AfD, il faut le dire, au-delà de l'image qu'on lui donne, c'est un livre, c'est un parti. C'est développé d'ailleurs dans mon ouvrage. Ils ont une attitude très gaulliste, très pro-française et très européenne et très anti-américaine et pro-russe, n'est-ce pas? Voilà. Donc les choses peuvent changer. Sauf que le Rassemblement national, c'est la réponse à votre question. Oui. Mais si demain l'Union européenne, en tous les cas, une personne dont il faut se débarrasser absolument, c'est von der Leyen. C'est avec Macron, ils forment un tandem tous les deux, qui nous ont introduit l'anglo-américain. C'est un scandale, alors qu'on pouvait introduire la langue française. C'est scandaleux. Il faut tout faire pour se débarrasser de von der Leyen. Oui, alors justement, Marc Rousset, je prolonge la question de Philippe. Vous savez, l'Europe, c'est quand même les 27, parlons pas de l'Angleterre, c'est quand même un vaisseau. Et vous savez très un vaisseau et les gros paquebots, pour changer de ligne, ça prend du temps. C'est pas facile. Ils ne tournent pas comme ça de 180 degrés. Comment vous voyez réalistement, enfin si c'est, encore une fois je ne vous demande pas des prédictions, mais comment vous voyez, à supposer qu'il y a un fort courant pour dire oui, peut-être maintenant rapprochons-nous de la Russie, essayons de voir ce qu'on peut faire sans effectivement rompre avec l'Amérique et faire la guerre, le problème n'est pas là, aujourd'hui on fait plus la guerre à la Russie, en tout cas on essaye, certains. Comment voulez-vous arriver réalistement à la pratique? Comment peut-on arriver là, même si c'est pas demain? J'ai une réponse très claire à vous donner. Oui. Et il ne faut pas viser ces précipitations. Et moi, je parle bien, je dis bien, je ne suis pas du tout un agent de la Russie. Je suis un Français, un patriote français qui pense que c'est l'intérêt de la France de se rapprocher de la Russie, ce qui est tout à fait différent. Mais je réponds à la question qui est très pertinente. Et j'ai une réponse très précise à donner. Je dis bien que pour sortir, excusez-moi de cette expression, mais de cette merde, de ce scandale, de cette faillite qui menace notre pays, de cette décadence que nous vivons, il n'y a qu'une chose à faire, il faut voter pour n'importe quel parti, tout ce qui est à la droite de tout ce qui est la peste, représente Renaissance, et tout ce qui est à gauche de Renaissance. Et tout vote qui sera à droite de Renaissance est un espoir pour le futur. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de confondre les problèmes, mais le problème vital pour la France, c'est arrêter l'immigration. Sur le plan économique, on a 2 millions de fonctionnaires en trop. La politique étrangère, c'est très important, bien évidemment, mais ça passe après arrêter
ce danger mortel que représente l'immigration, surtout en voyant ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Le peuple français doit se rendre compte qu'à force de vouloir flatter, et alors je dis bien, c'est même une attaque que je me permets de porter au RN, qui pour moi n'est pas un véritable, ne va pas jusqu'au bout de la réalité des patriotes français, qui flattent les Français dans le sens du poil, alors que d'autres flattent moins et ont beaucoup moins de voix. Mais le RN, dans son attitude, lorsqu'on met la recette à 60 ans, la façon dont il parle, n'a pas une attitude électoraliste, mais n'a pas une attitude de responsable patriote français. Voilà. Mais de toute façon, il vaut mieux voter RN que voter Macron, que de voter Renaissance. Les choses sont claires. Donc ma réponse, soyons pragmatiques et votons pour n'importe quel parti qui soit à la droite de Renaissance. Alors au-delà, d'accord, Marc Rousset, on vous a entendu là-dessus. Les gens diront ce qu'ils ont et jugeront ce qu'ils ont à juger et feront ce qu'ils vont à faire. Chacun avec ses tendances. Non, tout à fait. Mais au-delà du 9 juin, là, c'est le 9 juin, c'est les européennes, etc. Et comme vous le savez, vous avez dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Tout ça ira de très loin au-delà de ces élections européennes. Encore une fois, la question est comment nous arrivons en fin d'émission. On aurait beaucoup de choses à dire, mais nous arrivons mais je voudrais vous faire dire au fond comment cette prise de conscience que vous appelez vous de vos voeux et que d'autres effectivement diront c'est pas possible, ce serait le malheur qui frapperait la France, où vous dites comment arriver à ce que 27 pays européens, parce que en 2 mots. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est vous qu'on a envie d'entendre. Vous savez très très bien que l'Union soviétique a laissé des souvenirs amers à plusieurs pays de l'Europe de l'Est, qui n'ont pas du tout envie, à tort ou à raison, de renouer avec la Russie, en tout cas de manière de collaboratrice. Comment faire que ces peuples, ces pays, etc., et la France et l'Allemagne se remettent en disant oui mais attention, alors votre livre dit cela, oui mais écoutez, il faut quand même tenir compte et voir cette Russie autrement que ce qu'on la voit, puisque l'Occident n'est plus là. Eh bien, il faut que justement, en France, on ait un parti qui prenne le pouvoir pour faire changer les choses. Alors, pour faire changer les choses, il faut que nous, Français, quitte à oublier le droit européen, accepter qu'il y ait de la casse, il faut quitter l'OTAN. Et puis, si on voit que ça n'a aucune chance de bouger l'Union européenne, quitte à menacer, alors prendre par exemple, la première chose à faire, c'est prendre des mesures drastiques en se foutant complètement du droit européen, en disant le droit européen, on s'en fout. Nous, ce que l'on veut, c'est défendre l'intérêt de la France. Donc, on en paiera la force et on veut arrêter cette immigration qui nous tue et qui tue nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il importe d'utiliser la force, d'employer la marine et au lieu de l'envoyer à Taïwan vis-à-vis de la Chine, il faut l'envoyer en Méditerranée pour patrouiller et empêcher que tous ces passeurs nous envahissent et tuent nos enfants. Et ils se foutent complètement du droit. Et puis, ça, c'est la première chose à faire. Donc, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de... Vous êtes très radical là-dessus, en tout cas. L'Union européenne, ensuite, chaque fois qu'on aura un intérêt vital, moi je pense, moi qui suis un fervent défenseur de l'euro, je pense que, parce que nous avons été des incapables en France, maintenant c'est trop tard, il fallait que lorsqu'au début de l'euro... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que l'euro est là ? Les choses étant ce qu'elles sont, si on veut amener la survie de l'industrie française, il va falloir faire péter l'euro. Voilà, il faut que, malheureusement, alors j'étais un fervent de l'euro. Si nous avions été responsables, l'euro c'était très intelligent. Du moment que nous avons été des irresponsables, c'est-à-dire que nous avons sacrifié notre industrie, si on continue, on n'aura plus rien, parce qu'on sera plus compétitif, eh bien il faut avoir le courage. Alors ça sera des moments difficiles. Eh bien écoutez, Frexit ou pas Frexit. Ça amènera des dévaluations inévitables. Voilà. Sinon notre industrie va disparaître. D'accord. Marc Rousset, écoutez, vous allez très très loin. Vous avez présenté effectivement votre hypothèse. Encore une fois, votre livre mérite d'être lu et commenté. Chacun en tirera ce qu'il a envie d'en tirer. Mais nous, ici, nous sommes une radio libre et nous faisons parler toutes les opinions et surtout toutes les compétences. Merci Marc Rousset d'avoir été avec nous. Je vous remercie André Berkoff. Notre faux ami l'Amérique. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On vous retrouve demain entre midi et 14h comme tous les jours. Et tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.